Sans plus attendre, je vais partager avec vous mon écran pour vous emmener dans l'année du tigre. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, 10h30, le vendredi, on vous fait un petit topo sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'entrepreneur. Alors, l'année du tigre, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entrepreneur? Alors d'abord, il faut bien raconter ce que disait Montesquieu. Et Montesquieu nous a, dans sa grande sagesse, raconté, je vais le lire pour ceux qui nous écoutent en podcast, l'entêtement pour l'astrologie est une orgueilleuse extravagance. Il n'y a pas jusqu'au plus misérable artisan qui ne croit que les corps immenses qui roulent sur sa tête ne sont faits que pour annoncer à l'univers l'heure où il sortira de sa boutique. Alors, vous voyez, il y a tout de suite cette idée merveilleusement exprimée dans une langue qui n'est plus tout à fait aussi fleurie aujourd'hui, pour annoncer que l'artisan, ben, finalement, l'entrepreneur, on peut remplacer artisan par entrepreneur, a quelque part cette idée que l'univers, finalement, veille sur lui. Eh bien, a-t-il tort? Je ne sais pas. Laissez-moi vous parler d'abord un petit peu d'astrologie chinoise. Alors, l'astrologie chinoise, on en entend beaucoup parler, mais je vous rappelle qu'il s'agit d'un cycle de 12 années représenté par 12 animaux. Hein, le rat, le buffle, le chien, la tortue, le dragon, etc. Mais également tempérer ces 12 animaux par 5 éléments: le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre. Eh bien, en les combinant, ça fait bien sûr un cycle de 60 ans. Et ce cycle de 60 ans, c'est parce que chacun des 12 animaux va passer à son tour. Il y aura le rat de métal, puis le rat d'eau, le rat de bois, le rat de feu, le rat de terre. Tous les 12 ans, l'animal revient avec une nouvelle qualité d'éléments. Donc 60 ans, c'est intéressant parce que euh, c'est aussi ce que vous trouvez dans beaucoup de cultures traditionnelles, notamment la culture indienne, où il y a deux grandes voies traditionnelles: la voie du yogi, hein, c'est-à-dire la voie où on va tout de suite, dès qu'on est jeune, et pour toute sa vie, s'occuper de spiritualité, de se rapprocher finalement d'une partie spirituelle de sa vie. Et l'autre voie qui est celle de l'étudiant qui va devoir étudier très dur, de celui qui va devoir travailler très dur et éventuellement fonder une famille. Et cette deuxième voie, donc c'est les deux grandes voies de la société indienne, la deuxième est intéressante parce que c'est celle des entrepreneurs. Et un entrepreneur indien me racontait un jour, lorsqu'il a eu son 60e anniversaire, il a abandonné tous ses mandats et il s'est consacré à la spiritualité pour les années à venir de sa vie. C'était brutal. Il était notamment patron d'une boîte cotée au Nasdaq et ses administrateurs américains n'ont pas vraiment compris pourquoi il basculait dans un tout autre modèle. Eh bien, c'était cette idée des 60 ans. Donc, vous voyez, que ce soit dans la culture indienne ou que ce soit dans la culture chinoise, ce sont des cultures très anciennes et plus anciennes que nos cultures européennes, bien sûr, eh bien, il y a cette idée d'un cycle de 60 ans qui se retrouve. C'est amusant. Chaque année de l'astrologie chinoise débute avec la nouvelle lune à la date de Pékin, entre le 21 janvier et le 20 février, parce que pour les Chinois, cette nouvelle lune de fin janvier et février, c'est la date du printemps. Alors, on reparlera un jour peut-être des saisons chinoises qui sont décalées d'une demi-saison par rapport à nos saisons à nous en Occident. Et donc, ce printemps, bien sûr, ils ont simplifié les choses en décidant que c'était le 4 ou le 5 février que tout cela allait se démarrer. Mais globalement, vous pouvez, si vous êtes un puriste, remonter à la date de la nouvelle lune. Et juste pour vous faire sourire, il existe une autre astrologie chinoise peu connue, basée sur les 111 étoiles. Donc, vous imaginez bien, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe, dont on retrouve des traces en 2637 avant Jésus-Christ.
et qui était l'astrologie des empereurs. Et alors, cette astrologie des empereurs, elle a été gardée secrète et interdite au reste de la population parce qu'évidemment, elle était peut-être capable de révéler les moments de fragilité ou de faiblesse de l'empereur. Et donc, c'était évidemment les bons moments pour essayer de le renverser. Donc, il existe pour les puristes une astrologie encore plus compliquée, dite des 111 étoiles. Je vous laisse imaginer. Donc, on vient de quitter l'année du buffle et on rentre dans l'année du tigre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, laissez-moi vous rappeler que le cycle de 60 ans a redémarré en 2020 et qu'on a eu en 2020 une année du rat, suivie en 2021 par une année du buffle. Et qu'on a eu en plus un buffle d'eau. Et donc, l'année qui vient de se terminer, c'est à l'image de cet animal. C'est lourd, c'est lent, c'est têtu, c'est intériorisé, c'est silencieux. Et donc, on sort de quelque chose qui était vraiment, vraiment, vraiment très particulier, ce buffle d'eau. Vous l'imaginez dans les rizières, en train de faire les sillons sous 20 cm d'eau dans lequel on viendra planter le riz qu'on ne verra pas grandir avant des mois. On est dans quelque chose de patient, on était dans quelque chose qui en même temps nous a permis de revenir vers nous-mêmes. Et inutile de vous dire qu'avec les confinements et le télétravail, on a eu le temps de retourner à l'intérieur de chez soi et peut-être à l'intérieur de sa propre pensée. En plus, on a eu une pointe de métal, disent les spécialistes, entre 2020 et 2021. Donc, en plus de ce côté lent et têtu et lourd, on a eu de la rigueur, du froid et de l'austérité qui sont les qualités du métal. Alors, des années pas très agréables en 2020 et 2021, et comme disait quelqu'un récemment, une sorte de long hiver pénible. Bon, d'accord. Mais c'était aussi une période de ressourcement, de préparation du printemps. Le printemps qui arrive. Voilà, mesdames et messieurs, 2022, c'est le tigre qui arrive. Alors, le tigre, la première chose que j'ai envie de dire, c'est lâcher le tigre, parce que c'est le retour des projets, de l'espoir et de la tendresse. Et oui, mesdames et messieurs, c'est aussi le retour de la tendresse. Le tigre est un animal sympathique, chaleureux, coloré et imprévisible dans la pensée chinoise. Et donc, on est bien sûr sur un grand prédateur, mais ce n'est pas ça que les Chinois retiennent. Il est aussi téméraire et il bondit hors de sa tanière. Donc, vous imaginez le contraste entre ce buffle, d'accord, et le tigre. Il y en a un qui est lent et lourd, et il y en a un qui est agile et qui bondit vers l'extérieur. Mais qui plus est, c'est aussi le printemps parce que nous entrons dans la séquence du bois. Et le bois, c'est la nouveauté, les projets, le foisonnement. Surtout qu'il est encore irrigué par de l'eau. Alors, vous imaginez du bois irrigué par de l'eau, eh bien, ça grandit, ça se développe, ça fleurit, ça va très vite. La communication est ainsi favorisée, ainsi que l'imagination et la communication. Donc, pour tout vous dire, on passe d'un buffle au métal à un tigre de bois avec de l'eau. C'est un changement radical que nous propose l'astrologie chinoise pour 2022. En conclusion, c'est une année pour l'entrepreneur qui veut bondir. Et donc, je rappelle que nous qui rencontrons des centaines d'entrepreneurs et qui en avons rencontré des milliers, on sait bien que tous les entrepreneurs ne sont pas faits sur le même modèle.
il y a des entrepreneurs patients, il y a des entrepreneurs qui bâtissent tranquillement pendant des décennies leur entreprise avec une sorte de rigueur et d'obstination qui est plus proche des qualités du buffle. Et puis, il y a des entrepreneurs qui, eux, veulent tout changer, qui veulent bondir. Eh bien, c'est une année, peut-être, d'après l'astrologie chinoise, pour ceux des entrepreneurs qui sont et qui se sentent ainsi. Parce que, bien sûr, le tigre est l'ami des audacieux, des impulsifs et des rebelles. Jean-Christophe, si tu nous écoutes, je te redis ça lentement, le tigre est l'ami des audacieux, des impulsifs et des rebelles. Le bois, ben oui, il favorise l'idéalisme, mais aussi le romantisme. Alors, lâchez-vous, allez chercher les idées les plus belles et les plus romantiques que vous pouvez trouver dans votre esprit d'entrepreneur. Enfin, ce bois irrigué par l'eau, c'est une année yang qui est propice à entreprendre et oser. Ouf, ai-je envie de dire. Enfin, peut-être notre entrepreneuriat, notre envie de bouger, d'entreprendre, qui a été pendant 2 ans un peu étouffé, un peu embêté par les circonstances extérieures, peut-être que nous allons pouvoir exprimer pleinement nos qualités. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous incite à aller écouter la conférence de mon amie Olivia Roy, qui est à la fois maître d'astrologie chinoise et de Feng Shui. Vous savez, cet art chinois d'aménagement des maisons et des bureaux en fonction de l'énergie et de l'histoire de votre lieu. Eh bien, chaque année, elle fait une visioconférence pour présenter cette année nouvelle. Je vois que je ne vous ai pas mis la date, mais je crois que c'est le 10 février. Et donc, je vais vous le confirmer, parce que je vérifiais ce point tout à l'heure. Oui, ben, je ne vais pas y arriver. Bon, je crois que c'est le 10 février. Mais vous avez là le lien et vous allez trouver pour vous inscrire voilà, le 10 février à 20h. Hein, et vous aurez donc toutes les informations détaillées sur cette année du tigre d'eau qui va commencer. Voilà, mesdames et messieurs, une petite incursion dans la façon un peu ésotérique d'envisager l'entrepreneuriat et notamment d'envisager finalement l'espoir d'une année 2022 bien différente des années 2020 et 2021. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Alors, je vois que vous êtes tous soufflés par l'originalité de cette chronique qui nous change un petit peu des questions habituelles de stratégie et merci Patrice qui nous dit c'est clairement décalé. Voilà, bien sûr. Et pour tous ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien cette pensée chinoise, que je l'étudie depuis longtemps et que je trouve qu'il y a parfois à prendre dans les philosophies et les spiritualités plus anciennes que les nôtres. Oui, merci Corinne, c'est une année optimiste. C'est l'occasion de former des vœux de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de communication qui sont, je l'espère, pour les entrepreneurs, une occasion d'avancer dans tous les beaux projets que vous avez et que nous connaissons bien. Vous savez ce qui va nous manquer? Le commentaire sarcastique de Jean-Christophe, qui, avec son esprit rationnel, serait à l'instant même, s'il était là, en train d'expliquer que l'astrologie, surtout chinoise, c'est probablement pas la partie la plus scientifique de notre corpus
Eh bien, je suis content que pour une fois, il ne puisse pas amener sa pensée sarcastique, ce qui m'a permis très librement de donner licence à mon côté poétique et romantique. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de Patrick, journée. Oui, Patrick, oui, Patrice. juste une question parce que. Alors, attends, je vais mettre la vidéo, ce sera plus sympa. Elle ne veut pas marcher. Ah, Ça vient. si tu me vois. Juste une question, je résiste pas. J'aurais sur ce sujet une tendance un peu comme Jean-Christophe. Ah ben voilà, Néanmoins, voilà, il nous en fallait un. néanmoins, euh, le décalage de regard que tu fais en posant cette question-là me renvoie à un truc qui pour moi a toujours été un obstacle. Et là, je pense que tu as des choses où tu peux nous... Enfin, je serais curieux d'entendre ta position. Les relations avec des gens de cultures différentes, c'est par nature un sujet complexe, horriblement complexe. Plus on touche à des cultures différentes et plus on voit qu'on a des chances de se planter en croyant bien faire. Tu nous as jamais parlé de la Chine sur la relation entrepreneur, peu importe, entrepreneur, dirigeant, autre. Quels sont les 2 points ou les 3 points d'intention en interculturel que tu nous, quels tips tu nous donnerais vis-à-vis de la Chine, sachant malheureusement que la Chine, c'est autant de régions que de cultures, que de machins. Et ma question, je sais, est absurde. Non, 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 Néanmoins, ta question est parfaitement légitime. La réponse est incroyablement complexe. Vous vous rendez bien compte qu'on a déjà beaucoup de mal à communiquer avec des gens qui ont globalement la même culture, la même langue, qui ont à peu près le même âge. Et déjà, si on se décale de 10 ans, on n'a pas vécu les mêmes choses. Si on se décale de 20 ans, on n'a pas vécu les mêmes choses, alors qu'on est issu du même pays et qu'il y a une forme de substrat, mais qui n'est pas le même chez chacun d'entre nous. Une forme de substrat lié à son milieu social, à sa religion, à la façon dont il a fait son parcours scolaire. Et donc déjà, quand on se parle entre Français, on se comprend peut-être à 10%. Alors on peut faire l'effort d'écouter, l'effort de dépasser ses propres croyances quand on parle à un collaborateur, un client, un partenaire, un ami, son conjoint ou ses enfants. Et c'est le conseil que je vous donne. La communication commence par l'écoute. Quand on va dans une culture qui nous est totalement différente, on vous a parlé déjà des États-Unis, par exemple. Alors les États-Unis, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'on comprend. Hein, on a été biberonné depuis les années 50 au film d'Hollywood. Mais le film d'Hollywood, c'est un film, ce n'est pas la réalité de la société américaine. Donc nous, on arrive avec la musique, les croyances, l'idée d'une certaine Amérique, et puis on rencontre des Américains qui sont tout aussi diverses que les Français. Hein. Pour vous raconter une anecdote américaine, et je passe à la Chine ensuite, j'étais un jour au Harris Bar, qui est un bar célèbre américain près de l'Opéra. Je parlais avec le serveur et il me racontait qu'il venait de servir 2 couples d'Américains qui étaient à Paris en vacances. Et un couple de New-Yorkais qui parlait de Gershwin et des variations Gershwin, Gershwin c'est un pianiste, et qui était mais ébloui d'avoir entendu Gershwin qui devait se produire à Paris à ce moment-là, etc. Et un autre couple américain qui, sans stéréotype, était du centre des États-Unis. Vous savez, il y a West Coast, East Coast et No Coast. Et ce couple d'Américains disait mais c'est qui Gershwin? Juste une anecdote, parmi des centaines, pour dire que quand on regarde, on voit 2 couples d'Américains en vacances à Paris. Et en réalité, c'est 4 personnes totalement différentes les unes des autres et avec des cultures différentes et des histoires différentes. Il en est de même pour toutes les personnes qu'on rencontre. Ce que j'aime quand je vais passer 60 jours par an en Asie, c'est que là, c'est multiplié par la différence culturelle. Car je ne peux pas imaginer le substrat culturel, malgré mes décennies d'études de la culture chinoise. Je ne peux pas imaginer ce qu'ont vécu les gens à qui je parle. Et alors, en plus, si on s'exprime tous en anglais, moi je ne parle pas chinois,
Et il n'y a pas beaucoup de Chinois qui parlent français. Mais il y en a. Si je m'exprime en anglais et le chinois ou la chinoise également, mais on est tous les deux en train de parler dans une langue étrangère de notre langue natale. Donc on s'éloigne de la finesse des concepts. Autrement dit, c'est l'étranger dans son absolu. Et c'est ça que j'aime personnellement. C'est que on ne se comprendra jamais. Mais jamais. Et au bout d'une 30, ça fait quoi? Ça fait 80, mon premier voyage en Asie avec Tristan, c'était 97, je pense. Donc, ça fait un peu de temps, quoi. Hein? Je sais que j'y arriverai jamais. En revanche, parfois, sur certains sujets, je les comprends mieux qu'eux-mêmes. Et ça, c'est l'apport, Patrice, tu le sais bien, du regard extérieur. C'est-à-dire que, venant de l'extérieur, étant dans l'incapacité de comprendre totalement quelque chose qui est par définition incompréhensible, puisqu'il y a aussi la part personnelle de la culture, mais la part générale étant déjà incroyablement complexe à comprendre, tu vois des choses que la personne dans sa culture ne voit pas. Je vous en livre une. La peur de la mort. Avant la période communiste, en Chine, et donc sur la Chine de Taïwan et de Hong Kong, on va trouver des caractéristiques d'avant le communisme, il y avait la religion bouddhiste, taoïste et confucianiste, les trois grandes philosophies chinoises. Et dans ces trois philosophies chinoises, il y a un rapport à la mort. Culte des ancêtres, réincarnation, peu importe finalement la croyance à laquelle, hein, il y avait l'idée de l'après. Le communisme arrive en Chine continentale et arrive avec le petit livre rouge. Et le petit livre rouge, il dit rien sur la mort. Et donc, pendant plusieurs décennies, les Chinois n'ont eu comme horizon que la vie. C'est-à-dire, on naît, on étudie, on travaille, et après, la grande peur. Arrive le Covid. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va tous mourir de cette pandémie? Et donc, l'horizon communiste, qui est matérialiste par définition, a enlevé à la culture chinoise continentale les outils qui permettent de se projeter vers sa fin de vie. Inutile de vous dire que ça a tétanisé 1,3 milliard de personnes. Et donc, vous avez une des sources de compréhension de ce qui est arrivé au gouvernement chinois. Parce que lorsque vous avez 1,3 milliard de personnes qui ont peur de mourir, mais vous n'êtes plus sur votre siège que par un fil. Et donc, il ne faut pas laisser rentrer le virus. Il ne faut pas laisser rentrer la mort. Et donc, on isole et on dit, il n'y aura pas de mort. Voilà. Alors après, pourquoi est-ce qu'en Occident, on a joyeusement suivi d'abord l'Italie, puis tous les autres pays du monde, cette piste? Ça, c'est pour d'autres historiens de regarder cela. Mais à Hong Kong ou à Taïwan, où il y a une culture plus ancienne et où il y a encore les temples, alors il y a encore quelques temples à Pékin, à Shanghai, etc., mais c'est nouveau, ça revient, on a à nouveau le droit de culte depuis peut-être une quinzaine d'années en Chine. Mais pour les jeunes qui sont nés et qui n'ont pas de repère autre que le matérialisme, hein, eh bien, cette culture chinoise aujourd'hui, elle est confrontée à une difficulté qu'elle va résoudre. Elle va résoudre. Les cultures finissent toujours par résoudre. Voilà. Mais pour partager avec vous, et ça me manque vraiment de pouvoir continuer à revoyager en Asie. J'espère que cette année, je pourrai y aller peut-être dans la deuxième partie de l'année, je vous raconterai. Mais je pense que, voilà, Patrice, c'est impossible de connaître l'autre, ma conviction. C'est encore plus impossible de le comprendre quand il est d'une culture tellement différente, mais ça n'enlève rien au fait qu'on est des humains et que d'un être humain à un autre être humain,
quel que soit le mode de communication, on va pouvoir se sourire, on va pouvoir manger ensemble, on va pouvoir parler du monde tel qu'on le voit, et que ça, c'est une richesse incroyable. Et donc, il faut voyager. Voyager, c'est ma conviction. Voyager, c'est aller vers l'autre. Alors, voyager dans vos quartiers, aller dans les quartiers où vous n'allez pas boire un café, et pour ceux qui ont la chance de vivre dans des beaux quartiers, aller dans des quartiers populaires, passer du temps avec des gens qui ont des vies très différentes de vous. Pour ceux qui sont dans des quartiers populaires, allez prendre un café dans les très beaux quartiers bourgeois. Faites-vous la chance de pénétrer dans un palace, dans un 5 étoiles, et d'aller y prendre ne serait-ce qu'un café qui va vous coûter 40 balles, mais ce n'est pas le sujet, c'est 40 balles investies pour rencontrer l'autre. Si vous êtes un sportif, allez voir des intellectuels. Si vous êtes un intellectuel, allez voir des gens qui travaillent la matière. Bref, allez vers l'autre. Aller vers l'autre, c'est finir par mieux se connaître.